Comprendre les plus récentes nouvelles qui nous touchent. Le Devoir ce matin, Alexandre, qui relate que les médecins auraient obtenu du gouvernement des facilitations là, pour atteindre leur objectif de 500 000 patients pris en charge. On se souviendra de la négociation très tendue, très difficile entre les médecins de famille et le gouvernement du Québec. Ça avait vraiment provoqué là, des déchirements sur la place publique l'automne dernier. Mais là, ce qu'on apprend dans le Devoir en une ce matin, c'est que le gouvernement a retiré le processus de validation des inscriptions qui permettait ultimement d'écarter des erreurs. Je vous explique là. Grosso modo, dès que le patient reçoit la lettre d'inscription, il est considéré comme inscrit au guichet d'accès. Et là, le gouvernement a ajouté un nouvel incitatif financier aux médecins. Là. Un omni touche déjà 100 $ s'il inscrit un patient à un guichet de médecine familiale, un fameux là, GMF. Mais là, maintenant, un médecin va recevoir 131 et 75 de plus s'il a reçu ce même patient dans son bureau et s'il décide de modifier son inscription pour qu'elle devienne individuelle. Alors, tu vois, c'est un peu ça, là. C'est qu'on change le processus de validation et ça fait en sorte que, bon, il y a des primes qui sont versées. Est-ce qu'on va tout vérifier? Quel sera le suivi? Ben, écoute, le Devoir pose, c'est pas le premier article, il y a comme vraiment quelqu'un au Devoir qui s'est mis sur le cas de suivre le fin détail de cette entente-là. Et, je dirais que juste sur le plan du journalisme, ça met une méchante pression sur le gouvernement et les omnipraticiens, parce qu'on sent bien là, que quand ils ont signé en décembre, là, et le gouvernement et les médecins voulaient à tout prix que le 500 000 soit atteint. Le gouvernement pour pouvoir dire, regarde, l'entente est bonne, puis il y en a 500 000, un demi-million de personnes de plus qui ont un médecin de famille, puis les médecins, évidemment, pour avoir la prime. Là. Mais c'est que là, tu te dis, OK, jusqu'où on baisse la barre, où on adapte, où on joue avec les règles pour être bien sûr qu'on atteint l'objectif. Quoique, il y a vraiment, on entend quand même beaucoup, là, moi, des gens m'ont écrit, des gens autour de moi, il y a plein de gens qui ont reçu leur lettre, puis qui ont vraiment trouvé un médecin de famille. Il y a pas, c'est pas tout... Mais est-ce qu'ils l'ont vu? Est-ce qu'ils ont eu c'est une autre affaire. C'est une autre affaire, mais potentiellement, une fois que t'en as un, c'est toujours ça de prix. Ça, la prochaine nouvelle, je vais te laisser la raconter. Je vais exprimer mon étonnement ensuite. Un avion qui est en route vers Détroit. Il y a un citoyen ressortissant du Congo à bord, pays où on craint énormément l'épidémie d'Ebola. Oui. Et c'est un vol d'Air France qui était à destination de Détroit. Et l'appareil s'est vu refuser l'accès à l'espace aérien américain. À cause des craintes d'Ebola. À cause des craintes d'Ebola. À l'intérieur, un passager qui aurait été exposé à l'épidémie. L'appareil, donc, refusé d'accès à l'espace aérien américain, dérouté à Montréal. Pourquoi nous autres, on l'a accepté dans l'espace aérien? C'est un vol... On a peur d'une épidémie terrible, nous autres, on le prend pas. Nous autres, à Montréal, on dit « amène-nous ça! Amène-nous ça! » Il n'y a pas de problème. Donc, c'est un vol d'Air France qui devait atterrir à l'aéroport de Détroit mercredi en fin d'après-midi. Puis le change de cap, s'en va vers l'aéroport Montréal-Trudeau. Et le passager en provenance du Congo, initialement, n'aurait même pas dû embarquer à bord de l'avion en raison des restrictions d'entrée de mise en place là, pour réduire la propagation du virus Ebola. Ce qu'on dit, par contre, c'est que les centres de contrôle et de prévention des maladies ont mis en œuvre en début de semaine des mesures renforcées de contrôle de voyageurs. Et le vol dérouté est intervenu la veille de l'entrée en vigueur d'une nouvelle initiative qui oblige les vols transportant des passagers en provenance du Congo, de l'Ouganda, du Soudan du Sud, à atterrir finalement à l'aéroport Washington, donc en Virginie. Mais la grande question, c'est pourquoi ces règles-là qui sont en place aux États-Unis ne sont pas appliquées chez nous, au Canada. Parce qu'aux États-Unis, cet aéroport à Washington, je pense que Washington Dulles, il est désigné, puis il va avoir un lieu là, pour s'assurer d'une quarantaine. Et nous, ici, il n'y a pas de problème? Ici, il n'y a jamais de problème. Il n'y a jamais de problème. Bon. Alexandre, il y a une chose, il va falloir que tu comprennes. Oui, c'est ça. Nous autres, on est du bon monde. Oui. Mais on n'apprend pas de nos erreurs. Tous les problèmes de la Terre, amène-nous ça. On peut tous les agréer. Amène-nous ça. Non, mais tu sais, je disais ça hier, je me disais, mais voyons, est-ce que c'est ça? Puis nous autres, à Montréal, OK. Il y a temps. Mais est-ce qu'on a les mesures en place? Est-ce qu'il y a un protocole en place? Non, parce que c'est un des pires virus sur Terre. Montréal, est-tu aéroport désigné puis on le sait pas? Je sais pas. Non, mais... Non, je pense juste qu'au Canada, il n'y a pas rien de désigné. Puis... Mais si ça vire au vinaigre, on ne l'avait pas vu venir. Bon.
Insulte homophobe, il y a 2 chefs de parti qui ont parlé de ça dans les derniers jours avec des réactions complètement différentes. Oui, les deux ont pas la même approche face à tout ça. Et dans le journal ce matin, Éric Duhaime, à l'inverse de Charles Milliard, lui préfère s'abstenir de dénoncer les propos haineux qu'il reçoit en raison de son orientation sexuelle. Un peu plus tôt, le chef libéral, lui, avait partagé des captures d'écran de toutes sortes de commentaires dégradants, déplacés, des commentaires homophobes dont il est la cible. Le chef conservateur, lui, respecte la façon de faire de son homologue libéral, mais préfère se taire pour pas alimenter les trolls sur le web. Il a accordé une entrevue à nos collègues du bureau parlementaire et Éric Duhaime, lui, dit que la dernière chose qu'il veut leur donner, c'est de l'importance. Mais c'est toute la question. Est-ce qu'on expose les trolls? Là? Est-ce que le fait de montrer, regarde son cave, regarde son colon, regarde son innocent? Puis eux, après ça, ça dépend tout le temps. Il y a une partie de la population qui va regarder ces commentaires-là, qui va dire, ouais, c'est vraiment des innocents. Mais il y a des trolls qui vont dire, hey, regarde! Ben oui. C'est moi, regarde, il parle de moi, lui. Il parle de moi, puis c'est pas que ça. Moi, le nombre de fois que j'ai vu des trolls, imagine, moi, mettons, sur Twitter, je me souviens même plus, je pense que j'ai 170 000 abonnés, 160 000 abonnés, c'est pas important. Tu dois avoir 2-3 trolls. Oui, non, mais j'en ai plein, mais c'est parce que des fois, j'ai des trolls, là, ils ont 21 abonnés. Donc moi, si je l'expose, gars, s'il est cave, là, ben moi, je monte à 100, tu comprends, je monte à des centaines de milliers de personnes, parce que là, si t'as 160 000 abonnés, des fois, t'es présenté à plus. Je montre ce qu'un gars qui a 20 abonnés fait. Fait que la limite de ce qui va arriver, c'est qu'il va finir à la fin de la journée, il va avoir 60 abonnés, je vais l'avoir triplé. Non, je comprends ce que tu veux dire. Je vais y avoir triplé son compte. Je vais lui donner une vitrine, je vais avoir triplé. Même si une majorité va dire c'est un cave, il y a une minorité qui va dire ah, gars, il a osé dire ça, lui. Ah, il y a du cran. Puis là, il va aller s'abonner à lui. Puis lui, il va dire hey, moi, mon troll sur Dumont, là, c'est le hit du jour. J'ai triplé mon nombre d'abonnés en 4 heures, en un après-midi. Il va continuer. Oui. En tout cas. Et Éric Duhaime a tenu aussi, il a insisté là-dessus. Il dit que comme gay, il n'y a nulle part ailleurs qu'au Québec où il aurait voulu venir au monde en raison de l'ouverture de notre société, entre autres. Qu'est-ce que tu fais, toi, fin d'après-midi? Bon. Là, ça risque... Non, t'as un véhicule électrique. Non, moi, j'ai un véhicule électrique. Mais... Une nouvelle que tu fais de l'altruisme pour les autres. Oui, écoutez bien ça, si vous avez à faire le plein aujourd'hui, il y a une promotion qui risque de faire courir les foules. Les stations couche-tard vont offrir un rabais de 10 sous le litre pendant quelques heures. Ça va se passer cet après-midi. C'est de 15h à 19h dans les stations participantes jusqu'à épuisement des stocks. C'est la journée Essence en folie aujourd'hui. Imagine les files d'attente. Ah non, mais ça va être fou. En m'en venant, là, on était à 2,3, 2,4 encore. Rive-Sud, on était à 1,99. Okay. Puis sur l'île, j'ai vu du 2,4. Ouais, c'est ça. 2,4. Fait que là, on serait à 1,94. Hey, c'est donné. C'est du vol. De nos jours, c'est donné. Mais attention, il y a aussi, vous savez, celui qui prédit avec justesse le prix de l'essence, Dan McTeague, président de l'organisme canadien pour une énergie abordable. Lui, il dit, attention, l'essence va descendre de 9 ou 10 sous demain, vendredi à Montréal. Oh, fait que d'accord. T'imagines si on avait combiné la promotion avec cette baisse-là. Le couche-tard a vu venir la baisse, en tout cas. Peut-être. Et dire que moi, j'ai fait le plein il y a 2 jours. C'est drôle que tu le dis au moment où je me demandais si j'allais te dénoncer. Je suis à l'aise de me dénoncer. Mais j'étais vraiment à la limite. Là. Ma lumière était allumée depuis plus de 50 km. Ouais, mais là, t'aurais pu en mettre juste un petit peu pour attendre la promotion. Mais c'est que des fois, t'es pris dans le trafic longtemps. Je comprends. Victoire hier de la victoire, championnat. Que d'émotion, hein? Oui. On vit depuis quelques semaines avec les équipes montréalaises. Donc, hier, la victoire de Montréal qui avait l'occasion d'écrire son histoire, de se reprendre du match numéro 3, elle qui avait échappé leur avance dans les 6 dernières minutes. Et hier, on n'a pas joué avec le feu, Mario. Non. On a scellé l'issue. Alors que tous les autres matchs avaient été extrêmement serrés, c'était joué dans les derniers instants et c'était décidé par un seul but. Hier, la victoire a ouvert la machine, notamment grâce au brio de Abby Rock qui a marqué le premier but de la victoire. Le deuxième également sur un superbe jeu en infériorité numérique. Ça a été de toute beauté. Par la suite, la victoire ne put jamais vraiment regarder derrière. Elle a ajouté 2 autres buts en 3e période. Et Anne-Renée Desbiens n'a pas donné. Aucun. Deuxième blanchissage des séries pour elle. Elle a été phénoménale. 23 en tir dirigés vers elle. 13 quand même en 3e période, là, alors que la charge tentait de revenir de l'arrière. Marie
Marie-Philippe Poulin, sans grande surprise, a été nommée joueuse par excellence des séries. Et mention spéciale aussi quand même à l'entraîneur-chef, Corey Chevry, qui devient la première femme entraîneuse-chef de la LPHF à remporter les grands honneurs. Alors, des pages d'histoire qui continuent de s'écrire. Et je voulais vous faire entendre la réaction de Marie-Philippe Poulin en conférence de presse, qui fait pas mal le tour de la planète hockey présentement. Jailbreak goal, unbelievable, honestly. I think I peed a little in the penalty box. I was so excited, and honestly, for them to see and come see me was just unbelievable. A lot of emotion there. Trop d'émotion. Comme quoi elle est humaine, hein? Faut traduire. Incroyable. Donc, elle mentionne que sur le deuxième but, c'est elle qui était Au banc des punitions quand Abby Rock a marqué le but qui donnait l'avance de 2-0. Et elle a mentionné qu'elle avait tellement d'émotions qu'elle a uriné dans le banc de pénalité. Alors, désolée à la joueuse qui a été... Un petit Qui a reçu la pénalité suivante. pipi nerveux. Un petit pipi nerveux. Un Faut petit voir pipi ça comme ça. d'émotion, voilà. Bon, Problème de Canadien pénis. Hurricane, ça commence ce soir et la discussion sur l'aspect fatigue. L'écart est tellement grand entre deux équipes qui ont gagné en 4, entre une équipe qui a gagné 2 séries en 4 puis une qui a gagné les 2 séries en 7. C'est la fatigue, le sujet, là. C'est le sujet qui revient, c'est le sujet qui a été demandé, re-questionné et encore une fois demandé aux joueurs hier qui étaient disponibles pour les médias. Le directeur général Kent Hughes aussi. Bref, je rappelle la situation. Les Hurricanes de Caroline qui auront eu le plus long congé de l'histoire, 12 jours entre la série numéro 2 et la ronde numéro 3 qui commence ce soir. Alors oui, bien reposé. Oui, les bobos sont réglés. Mais même Rod Brindamour, hier, j'écoutais son point de presse, il disait, on a eu 2 très longues pauses dans ces séries-là. Donc oui, l'aspect de fatigue mentale va être à notre avantage, mais physiquement, j'ai hâte de voir comment on va réagir, parce que lui semblait questionner la même chose que ce que je vous ai mentionné hier. Des fois, une trop longue T'es pause. plus dans la même Puis émotion, là. Quand on s'éloigne trop justement de la roue qui tourne, puis de l'activité, puis de l'action, ben des fois, c'est dur de réouvrir Ouais. la machine. Et là, t'as peut-être des joueurs là-dedans qui ont recommencé à jouer au golf tranquillement, qui ont passé beaucoup de temps en famille. Non, mais c'est vrai, tu sais, les Hurricanes ont eu ce temps-là dans les derniers jours, là. De l'autre côté, la machine a continué, la chimie a continué de se bâtir aussi parce qu'on a passé beaucoup de temps sur la route pour les Canadiens de Montréal. Alors, l'avantage semble... Si on se fie aux statistiques depuis 2000, l'avantage est du côté de l'équipe qui a joué des matchs numéro 7. Et je voulais vous faire entendre la réaction d'Alex Carrier qui a été justement questionné sur l'aspect Là-dessus. de la fatigue dans le vestiaire. Et contrer cet échec avant. Ouais, c'est pour ça qu'on est la plus jeune équipe de la Ligue. Hein? On est en forme pas mal, mais non, je pense qu'on profite de ce momentum-là. Tu sais, on a eu beaucoup d'adversité, on s'est rendu les 2 séries en 7 matchs. Je pense qu'il faut profiter de ça. Si on regarde pendant la saison, on a eu des stretches de matchs en peu de jours, pas mal plus intenses que ce qu'on a eu dans les séries. Je sais que c'est pas les mêmes matchs, mais quand même. Fait que je pense que ça sort pas. Notre niveau d'énergie est assez élevé. Puis, comme je viens de dire, on est jeunes. Bon. On est jeune, on est confiant, fait qu'on va commencer à surveiller ça. Ce soir, les matchs sont à 20h, là. On va se coucher encore plus Mis à tôt. part le match de samedi, mais ce soir, c'est 20h, 19h, émission d'avant-match à TVA Sport. Et mention aussi du fait que Martin Saint-Louis a manqué l'entraînement hier, mais on a quand Elle a même dû passer confirmé... dans sa famille. On dit c'est rien de grave. Non, on a dit que c'était rejoint rien de l'équipe grave. hier soir. Ouais, exact. Donc, rejoint l'équipe, sera là à son poste ce soir. Et je dis ça comme ça, mais c'est le temps des collations des grades et des finissants. Fait que peut-être qu'un de ses fils avait seulement un événement de fin d'année ou quelque chose comme ça. Là. Ouais. Gilbert Rozon a renoncé donc à son droit d'aller en appel parce qu'il avait clairement laissé entendre après son jugement là, qu'il allait aller en appel. Et là, ça met fin à 9 ans de bataille judiciaire, donc pas d'appel. Et il va payer 930 000 aux 9 courageuses. Au fait, comment ça se décline? C'est un 880 000 aux 8 des plaignantes parce qu'il a été reconnu C'est ce que coupable la juge d'agression avait imposé, sexuelle là. à 8 des 9 et 50 000 supplémentaires à celles qui n'avaient pas réussi à satisfaire le fardeau de la preuve. Marie-Léna Sicari qui recevra 50 000 d'ici le 18 juin. Les courageuses qui, à la base, demandaient 14 millions. Mais finalement, c'est un 930 000 qui avait été décidé. Mais là, enfin, c'est un point final à cette saga. 9 ans, imagine, c'est presque une décennie qu'on est dans ces Oui, parce qu'il y a eu procédures-là. 2 étapes. Il y a eu l'étape où il voulait passer par un recours collectif, une action collective. Le juge avait dit non, vous pouvez pas faire ça. Il faudrait faire des actions civiles individuelles parce que c'est tous des cas différents. Avec ça peut pas être c'est pas comme des gens qui ont été victimes d'une même fraude ou d'une même... Fait que là, ils ont fait... Finalement, toutes leurs actions civiles individuelles ont été regroupées dans un méga procès, dans un seul procès. Fait que tu sais, ça a fait beaucoup Puis il y a eu le d'étapes. premier procès aussi au criminel tout d'abord.
Avant tout ça, Avant ouais. tout ça. Avant tout ça, ouais. Mais en rappelant quand même que le procès lui-même a été extrêmement long. C'est un des plus longs qu'on ait suivi. Le procès a duré quasiment 1 an, là. Fait que c'était toute une... Imagine d'être dans cette procédure-là, de raconter ton histoire à chaque fois, c'est quelque chose. Au moins, ils ont réussi à avoir une minuscule compensation, mais quand même. Oui, quand même, c'est-à-dire minuscule. Mais pour lui, c'est 1 million, là. Je veux dire, c'est pas... Ouais, mais là... Non. Mais je veux dire, ce que je veux dire, c'est pas banal. Je veux dire, lui, c'est pas comme il s'en est sorti. C'est 1 million, d'après moi, ça doit le... Il a déjà pas mal tout perdu au niveau business. Il en reste peut-être plus tant que ça. D'après moi, il en reste effectivement moins. Mais, effectivement, pour les femmes, je pense que c'était... Plusieurs l'ont dit, c'était plus une question d'argent, là, c'était une question d'honneur, puis de justice, puis de sentir qu'on a été entendu.